Alors, bonjour tout le monde. Comme je le mentionnais, merci d'être disponible pour nous ce matin, ce vendredi matin. Je suis en compagnie de Nolan, 9 ans, qui entre en 4e année à l'école Saint-Joseph de Saint-Raymond et patineur artistique du club de Saint-Raymond. À ma droite, Madame Imbeau, ex-employée du dépanneur Couche-Tard et bénévole du club de patinage artistique de Saint-Raymond et maintenant rendue experte en immigration. À ma gauche, Mélisse, je l'ai bien prononcé. Lilia. Lilia, ben non, C'est correct. c'est parce que j'ai changé dans l'ordre de présentation. Lilia, 12 ans, qui entre en première année de secondaire à l'école Louis Jobin à Saint-Raymond. On l'espère qu'elle va rentrer. Et patineuse artistique au club de Saint-Raymond. Et M. Saint-Agne, qui est copropriétaire du dépanneur de la Grande Ligne. Alors, avant de commencer, pour vous présenter la demande que j'ai à faire pour faire activer les choses, je vais laisser Mme Imbeau vous présenter un peu la chronologie, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont vécu et où on en est rendu. Puis après ça, je prendrai la parole pour la suite des choses. Alors, à vous la parole, Mme Imbeau. Parfait. Même s'il y en a qui ont déjà entendu, je pense, qui sont venus nous voir. Nous, on est arrivés en juillet 2018 au Québec, avec pour Guillaume un visa d'études, puis pour moi un visa de travail. Nos deux enfants ont un visa rattaché parce qu'ils n'ont pas de visa. À la fin du visa, de nos deux visas, on a fait une demande de prolongation, donc fin 2019. Mais à ce moment-là, on a envoyé au Québec, qui nous a répondu, parce que ça se passe toujours dans cet ordre-là, positivement. On a renvoyé au Canada, puis là, on n'a pas eu de nouvelles pendant un moment. On a appelé, ils nous ont dit oui, c'est normal avec la COVID, ça va prendre du temps, les papiers. On n'a pas trop stressé parce que tout le monde était dans notre situation. Fin 2021, on a été convoqué pour début 2022 à l'Agence des services frontaliers Boulevard Le Bourgneuf à Québec. Puis on s'est dit enfin, le Saint Graal, on va avoir notre visa. On pensait vraiment que c'est eux qui allaient nous le remettre parce qu'il faut toujours l'Agence des services frontaliers pour avoir un visa. Puis au final, on s'est juste retrouvé face à une situation où on nous a dit vous n'êtes pas légaux sur le territoire, vous devez partir, vous n'avez plus d'option de faire appel, alors qu'avant on nous disait qu'on était encore en statut implicite, on ne comprenait pas trop. Et puis la personne en face de nous nous a dit votre seule solution aujourd'hui c'est la demande d'asile. Donc même si on n'y croyait pas trop en tant que Français, une demande d'asile, malgré tout ce qu'on avait pu vivre en France, mais c'était propre à nous, on ne la demandait pas pour ça. Puis on a fait confiance à cette personne-là. Notre seul défaut, ça a été d'être naïf puis de ne pas prendre un avocat à ce moment-là, qui nous aurait dit, ben non, vous avez d'autres options. Donc, on a fait la demande d'asile et puis on est parti dans un engrenage où on a quitté l'immigration économique. Donc, quand on quitte l'immigration économique, ben, on n'a plus le droit de faire d'autres demandes de visa. On se retrouve bloqué sur toutes les demandes. Puis, en avril cette année, on a eu l'entrevue pour la demande d'asile. Donc, on a été refusé au mois de juin. Le 13 juillet, on a été convoqué par l'Agence des services frontaliers pour nous dire qu'on était renvoyé du territoire à cause du refus de la demande d'asile. On avait un mois pour quitter, donc jusqu'au 16 août. On a juste eu un papier pour nous dire le 20 juillet, vous devez prendre votre itinéraire, le 26 juillet, vos billets d'avion, puis être parti avant le 16 août. Puis ce qu'on a fait dans l'ordre, sauf qu'il a fallu qu'on refasse les passeports des enfants qui n'étaient plus valables. Donc on a eu un rendez-vous express au consulat pour faire des laissez-passer. Puis au moment de faire ça, on nous a convoqués une nouvelle fois pour faire empreinte et photo, parce qu'en fait on était expulsés depuis le 23 juillet pour non-respect des 30 jours. Donc on n'a pas tout compris au niveau des dates, mais le 23 juillet, on est passé en mesure d'expulsion par l'agent qui s'est occupé de nous, puis fiché, donc les enfants également. Donc là aujourd'hui, nos billets sont pour dimanche, on doit partir dimanche et on n'a plus le droit de revenir sur le territoire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. Moi, j'ai été en conversation avec Mme Imbeau et M. Saint-Agne pratiquement au quotidien depuis les 2 dernières semaines, considérant le fait que lorsqu'ils sont allés au consulat, il y avait une demande d'empreinte pour les enfants. Nous avons constaté, et suite à l'information qui m'a été communiquée, que c'était irrégulier. Les enfants de 14 ans et moins, la loi ne permet pas d'obliger des empreintes digitales. Alors, suite à mon intervention auprès de la sécurité publique, l'agent qui était au consulat pour récupérer les documents ont reporté la rencontre au lendemain en changeant d'agent
et en changeant l'obligation d'emprunt digital pour les enfants. Alors, ça a été un constat pour moi d'irrégularité. Alors, ce matin, je suis face à une situation où il est minuit moins une. Je pense que le pouvoir est entre les mains du ministre de l'Immigration. Je vous explique, l'avis d'expulsion est géré par l'Agence des services frontaliers du Canada, sauf que ils doivent avoir des instructions d'Immigration Canada, que Immigration Canada accepte que ces gens-là puissent rester sur le territoire et c'est eux qui vont donner avis à l'Agence des services frontaliers pour annuler l'avis d'expulsion. Alors, c'est pas le ministre de la Sécurité publique qui a le pouvoir présentement, c'est le ministre de l'Immigration. Et considérant le fait qu'il faut bien être honnête, suite aux discussions que j'ai eues avec les gens au cabinet, c'est que l'ancien ministre, il le connaissait. Le nouveau ministre, ils ne le connaissent pas. Moi, je le connais, mais eux ne le connaissent pas. Et en termes de procédure, comment lui réagit, comment lui gère ses dossiers et les délais de traitement, ils ne connaissent pas. Alors, j'ai été en communication avec les gens du cabinet et c'est pour ça, la conférence de presse était prévue pour mercredi. Et j'ai communiqué que j'allais faire une conférence de presse mercredi. Je leur ai donné un délai supplémentaire à jeudi. J'attendais et j'espérais que jeudi soir, ils puissent avoir la bonne nouvelle. Et la nouvelle, c'est pas moi qui va l'avoir, c'est eux, par l'Agence des services frontaliers. Et malheureusement, on est vendredi matin et eux quittent dimanche au plus tard si jamais il n'y a pas de changement. Alors, ma demande, elle est très, très simple. Considérant qu'il n'y a pas d'urgence d'agir, ayant constaté une irrégularité ou erreur de la part de l'ASFC, l'Agence de services frontaliers du Canada, considérant que cette famille ne soit pas un fardeau pour notre société, tant pour les programmes sociaux, santé ou autres, considérant que cette famille participe à la vie communautaire de la région, considérant que ces gens participent à l'activité économique de la région, considérant que ce calendrier d'échéance de démarches administratives a été chambardé par notre fameuse COVID, considérant que nous sommes en pénurie de main-d'œuvre, que madame a dû se retirer de son travail pour gérer leur dossier d'immigration et que monsieur est copropriétaire d'une petite entreprise, considérant que leurs 2 enfants sont à l'aube d'une rentrée scolaire, considérant que cette famille n'est pas un danger pour notre société, je demande au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, l'honorable Marc Miller, d'annuler l'avis d'expulsion dès maintenant et que cette famille puisse faire la demande de résident permanent d'ici au Canada, et ce, dans les 2 prochaines années. Voilà ce qu'on demande ce matin pour faire en sorte de faire pression sur le ministre pour qu'il agisse, parce que vous avez le constat devant vous. Ils ont fait enquête et ce qu'ils m'ont dit cette semaine, c'est la sécurité publique, me disent que les conversations ne sont pas automatiquement enregistrées. Et dans ce cas-là, ce n'était pas enregistré, mais il y a des notes au dossier. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est que les notes ne sont pas compromettantes, mais ce qu'ils prétendent. Puis, il faut comprendre que les gens qui prennent les notes ne vont pas mettre de notes pour s'incriminer. Sauf que ce que la personne au cabinet me mentionnait, c'est qu'ils ont l'obligation de présenter toutes les options. Alors là, après ça, on est dans l'interprétation. Ils le disent à tous. Tous immigrants qui sont rencontrés par l'agence, il existe le processus de réfugiés. Maintenant, dans le cas qui nous préoccupe ce matin, ça ne s'applique pas. Maintenant, ils sont obligés de le dire. Maintenant, ils sont obligés de le dire, mais ça ne s'applique pas. Alors, quelle est la nécessité de le dire? Mais légalement, ils ont l'obligation de présenter toutes les options. C'est ce qu'on me donne comme réponse. Moi, ce que j'ai vécu et où j'ai intervenu, c'est dans l'irrégularité, considérant le fait qu'ils ont demandé aux enfants de fournir des empreintes digitales. Je suis intervenu. Et pourquoi ils ont fait cette demande-là sans vérification? Pour moi, c'est une irrégularité, c'est inacceptable. Ben parce que c'est des gens qui contribuent au niveau communautaire, c'est des gens qui contribuent au niveau économique, c'est des gens qui sont déjà installés ici, c'est des gens qui parlent français, et c'est une famille qui rayonne dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. Alors, pourquoi se sacrifier, pourquoi perdre cette famille-là dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où on a besoin d'immigrants?
pour solutionner notre problème de pénurie de main-d'œuvre. Et la beauté, c'est qu'ils sont des francophones. C'est difficile. On a vendu notre voiture hier, on fait nos cartons, puis on voit nos enfants très peu manger, très peu dormir, nous aussi. Donc c'est difficile. On le garde l'espoir, puis on est bien suivi. On dit merci à M. Gaudin aussi pour ça, parce que lui, il a de l'espoir, en tout cas quand il nous parle, oui. Donc ça fait du bien, puis ça fait du bien d'avoir ça aussi, les gens qui nous entourent, qui nous disent c'est pas possible, vous allez rester. Bon, mais on se maintient à ça, mais c'est sûr que le moral en prend une méchante claque. Donc c'est là que ma maman m'a dit, je pense qu'il va falloir en parler aux enfants. Donc l'annonce a été difficile. Il y a beaucoup de pleurs. Comme on leur a expliqué, on se bat pour eux aussi, pour qu'ils continuent à avoir cette vie-là ici, parce que c'est une vie qu'on a choisie pour eux, puis c'est une vie qu'on veut qu'ils continuent à avoir, qu'ils puissent finir leurs études ici, puis réaliser leurs rêves. J'ai juste la chance d'avoir une très bonne amie qui veut bien nous accueillir en attendant. Donc ça va être ça, mais on ne peut pas rester en France. Clairement, ce pays-là, si on en est parti, c'est parce qu'on ne veut plus y vivre. Quoi. En tout cas, de ce que j'avais compris, il nous fallait tant d'années sur le territoire. Là, on n'avait que 1 an et demi sur le territoire. Puis, il faut être en résidence permanente pour pouvoir demander la citoyenneté. Donc, la demande de résidence dans ce cas-ci, pardon. Oui. Ben, en fait, là, il fallait faire une prolongation de notre visa pour après pouvoir faire une demande de résidence permanente, pour après pouvoir faire une demande de citoyenneté. C'était notre but, puis moi, ça reste que c'est mon but. J'ai toujours voulu demander la citoyenneté ici pour l'offrir aussi à mes enfants, puis... Oui. Le ministre de l'Immigration et le ministre de la Sécurité publique, et j'ai eu une très belle collaboration du ministre de l'Immigration, le ministre de la Sécurité publique, j'ai pas réussi encore à lui parler. OK. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a eu un remaniement. Alors, lui arrive dans le dossier, alors eux sont victimes encore. Ça s'ajoute là, dans le processus. Là. Parce que, ce que je n'ai peut-être pas communiqué tout à l'heure, c'est que l'ancien ministre, les fonctionnaires avec qui je suis en communication, m'ont bel et bien dit que si ça avait été l'ancien ministre, ce serait probablement déjà réglé. Mais l'employé qui travaille au cabinet du ministre, le nouveau ministre, ne sait pas comment lui travaille, comment lui pense, quelle est sa vision. Alors, c'est un élément supplémentaire dans la non-réponse. Mais j'ai une bonne relation avec M. Miller. Écoutez, vous comprendrez qu'on ne dévoilera pas aujourd'hui nos engagements de la prochaine campagne électorale, mais c'est un élément qui est bien important, on est conscient. Et notre chef a cette vision-là d'alléger la lourdeur administrative, puis c'est du gros bon sens. Ce que vous avez ici, c'est du gros bon sens, dans le sens où est-ce que c'est une famille établie, qui n'est pas un fardeau, qui n'a pas de risque pour la sécurité de la population, et on les pousse à quitter. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir à un processus dans des cas spécifiques, comme celui-ci, avec, je dirais, le tribunal de la deuxième chance? En fait, c'est les dates ils nous donnent une feuille pour nous dire, voilà, vous êtes rencontrés le 13, vous avez tel jour pour prendre vos billets d'avion, tel temps, et puis vous devez partir du territoire avant telle date. Donc, en fonction de l'itinéraire qu'on choisit, des avions qu'on choisit, on avait jusqu'au 16 août pour prendre un billet d'avion. Puis ensuite, on s'est juste rendu compte que ce qu'ils nous avaient pas dit, c'est que si on était parti avant le 23 juillet, on n'était pas expulsé, on était toujours en mesure de renvoi. Mais le 23 juillet, on est passé en mesure d'expulsion pour non-délai des 30 balles. Respect du 30 non-respect du 30 jours. Mais on ne comprend pas d'où il a commencé le 30 jours, vu qu'on a été rencontré le 13 juillet. C'est un autre élément qui démontre une certaine irrégularité. Madame Imbeau peut en parler plus que moi. Elle l'a vécu. Sauf que le 30 jours, il commence quand et il finit quand. Et il y a comme un manque de communication. Et les documents, c'est pas clair. C'est verbal très souvent. Il faut faire enquête à ce moment-là. Faut s'assurer que le processus et que les gens ne sont pas lésés dans le traitement des différents ministères. Et ça, c'est un peu notre travail comme député. Maintenant, il faut faire les représentations, mais au-delà de ça, on entache notre réputation à l'international. Puis, je pense que le Canada est une terre d'accueil. Oui, il y a des règles. Oui, c'est important de les suivre. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a urgence d'agir? Est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Est-ce que ces gens-là contribuent? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'humanisme? Moi, je pense que oui. Mais pour revenir sur ça, moi, je veux juste quand même souligner quelque chose. C'est que, bon, si on doit partir dimanche, on le comprend puis on le fera. On a respecté jusque-là.
Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir parlé de notre histoire parce que j'aimerais que toutes les familles qui vont se retrouver peut-être un jour dans notre situation ne le vivent pas. Donc, je le fais aussi. On le fait pour nous, on le fait pour notre famille, mais je le fais aussi pour tous les gens qui ont envie de venir ici. C'est un pays merveilleux. Et c'est tellement dommage qu'on se retrouve dans cette situation. Pour moi, c'est inadmissible que d'autres personnes se retrouvent dans la même situation. Puis combien avant nous se sont retrouvés dans cette situation-là, puis n'ont pas eu le courage de parler. Ben, j'espère que ce qu'on a fait, au moins, ça donnera peut-être le courage à d'autres de se réveiller là-dessus. Alors, moi, je veux vous remercier. Je veux remercier, là, je regardais ma feuille, hein. Lilia, c'est ça? Lilia. Nolan, Monsieur Guillaume, Madame Mélis, de vous être prêté à l'exercice et c'est dans votre intérêt et je pense que c'est important de le communiquer. Et moi, je veux vous remercier les médias d'avoir pris le temps ce matin d'être présents et je pense que vous démontrez, de par votre présence, le côté humain de vos médias. Merci beaucoup.